donc François Burgat, auteur de cet ouvrage, donc Comprendre l'islam politique, une trajectoire de recherche sur l'altérité islamiste, 1973-2016, 43 ans. Pour paraphraser Bourdieu, avec qui vous avez correspondu et qui a pris explication, semble-t-il, apprécié votre démarche, l'islamologie est un sport de combat. À vous maintenant, François Burgat, la parole pour nous faire part de vos analyses, de vos convictions et de vos propositions pour donner sens au vivre ensemble dans l'altérité. On n'a pas dit l'essentiel. Si j'ai le privilège d'être là ce soir, c'est parce que nous étions ensemble sur les bancs de la fac de droit de Grenoble il y a quelques années. Il a déjà dit un chiffre, 43 ans, effectivement, c'était la fin de mon parcours universitaire, donc ça donne une idée de nos âges respectifs. Ce livre n'est pas fondamentalement nouveau par rapport à tous ceux qui ont précédé, et l'histoire de ce livre, l'histoire de la petite dimension biographique qu'il y a dedans, avait pour ambition de m'éviter de redire de la même manière ce dont, à tort ou à raison, j'étais convaincu que bon, ces hypothèses que j'ai énoncées il y a 30 ans ou 35 ans, pour moi, sont restées à peu près structurellement les mêmes. Alors pour pas complètement radoter, j'ai dit je vais expliquer comment ça s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé à adopter ce positionnement analytique. Et j'ai donc mobilisé, non pas, j'aime pas quand on me dit vous avez fait vos mémoires, non, c'est pas du tout les mémoires, c'est très très sélectif, c'est les contextes qui m'ont conduit à construire l'objet islamiste comme je l'ai construit, de façon un tout petit peu différente que le regard dominant, mais pas complètement quand même. Pour anticiper un petit peu, je dirais que pour moi, la thèse que développe Gilles Kepel, c'est-à-dire la responsabilité de l'idéologie dans la dégradation du pacte républicain, elle est ce que me disent mes tripes quand je suis confronté à une violence inattendue. Et Olivier Roy, c'est plus compliqué. Il y a eu dans ma trajectoire de recherche deux modes de fonctionnement. Ce qui relève de l'inconscient, que j'appelle parfois l'intuitif, et ce qui relève du privilège que m'ont donné le CNRS et les affaires étrangères de vivre, non plus 23, je crois qu'on en a 24 ou 25 années dans ces sociétés dont j'avais l'ambition d'expliquer un petit peu le fonctionnement. La phase intuitive, c'était les voyages en autostop avant 1973. C'était ces voyages autour du monde au sens propre du terme, puisque ça a commencé modestement par le Cap Nord, et puis après le tour de la Méditerranée, et puis après le Népal, mais après j'ai fait la grande boucle, c'est-à-dire que j'ai fait le tour du monde pendant 1 an et demi. Et donc là, je dirais, quelle est la moisson? Qu'est-ce qu'on apprend? J'étais très surpris l'autre jour, je citais tout le temps Nicolas Bouvier. On croit un voyage, on croit qu'on le fait, mais en fait c'est lui qui vous fait. Eh bien, savez-vous que c'est pas du tout de lui, c'est en fait de Montaigne. C'est dans les essais de Montaigne. Mais donc, qu'est-ce qu'a fait en moi ce privilège de sortir de l'ombre de mon clocher, au sens propre comme au sens figuré? Et puis après, il y a eu une phase plus consciente, plus active, parce que quand je me baladais en stop, mon objectif c'était de faire le plus de kilomètres possible dans la journée. C'était ça le motif, et on voyait des tas de choses, mais on n'avait ni l'instrument linguistique, ni l'instrument historique, ni aucun instrument analytique, c'était juste des flashs. Simplement, ces flashs nous apprenaient énormément de choses. Alors si je veux résumer, et j'ai souvent l'occasion de m'exprimer ailleurs qu'on va dire le monde occidental, même si ces catégories sont agaçantes, mais disons, quand je m'exprime, mettons dans le monde arabe, je dis c'était beaucoup plus important pour moi, François le Français, de sortir de ma culture que pour vous, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains. Pourquoi? Parce que vous, l'autre, vous connaissiez, vous l'aviez déjà eu de très près. Vous l'aviez rencontré, volens-nolens, vous aviez été mis en situation de savoir qu'il existait d'autres cultures, d'autres religions, d'autres langues, puisque vous aviez reçu des visites durables depuis la fin du 19e siècle et même avant. Pour un jeune Français, franco-français, se rencontre avec un univers symbolique différent,
produit d'une historicité différente, mobilisant des symboles différents, c'était beaucoup plus violent, c'était beaucoup plus instructif. Hein. Et donc, quand j'essaye de résumer qu'est-ce que ça m'a appris tous mes voyages en autostop, ça m'a appris qu'un mec pouvait avoir un chapeau d'une drôle de forme, une femme, un habit totalement différent du mien, qui pouvait chanter des trucs hyper bizarres et être quand même des mecs bien. C'est-à-dire, j'ai appris inconsciemment à déconnecter le bien avec l'univers symbolique de ma culture héritée. Vous allez me dire, c'est une grande banalité, mon cher ami. Ben non, c'est pas d'une si grande banalité que ça, et je prends des contre-exemples pour le montrer. En 1990, il y a 50 ans, en 1990, je faisais une conférence à Paris devant un public, je ne hiérarchise pas les publics, mais là c'était des hauts fonctionnaires, hein. Et il y a quand même un monsieur qui m'a dit, mais c'est bien beau ce que vous nous dites, mais ces populations, est-ce qu'ils vont évoluer vers la démocratie ou est-ce qu'ils vont continuer à parler arabe entre eux? Mais ce qui est grave, c'est que ce monsieur, j'ai rien contre les buralistes ou les marchands de fromage, c'est des professions nobles, mais ce monsieur, il était ambassadeur. Et il était ambassadeur chargé de mettre en œuvre un plan qui était censé élever le niveau de compréhension entre les populations du nord et du sud de la Méditerranée. Et comme j'ai eu, je l'ai oublié, mais j'ai eu une éducation chrétienne, je ne citerai pas son nom, mais si vous cherchez bien, vous le retrouverez. Donc ça veut dire qu'il y a, ne serait-ce que 20 ans, l'altérité linguistique, il ne m'a pas dit est-ce que ces mecs vont continuer à aller à la mosquée sans nous. Il m'a dit est-ce qu'ils vont continuer à parler arabe entre eux. C'est-à-dire l'altérité linguistique était perçue comme antinomique avec l'acquisition des valeurs universelles. Donc moi les leçons que j'ai prises, c'est de voir que des marqueurs culturels antinomiques le cas échéant avec les miens. Alors l'exemple que je prends tout le temps, j'ai vu un monsieur au Cambodge, il a pris une guirlande de pétards, et moi, pas des hauts sens, parce que j'ai dit ça une fois devant des étudiants, ils sont tous partis d'un fou rire. Non, justement, le pétard, dans sa culture à lui, était totalement, était également légitime. Non, des petites choses qui explosent, et il les a jetées sur une femme dont les seins étaient dénudés. Hein? Et moi, j'ai compris, ce mec, il est en train de faire quoi? Une prière. Il est en train de faire l'équivalent de ce que ferait mon papa ou mon tonton quand on partait en vacances à la mer et qu'on s'arrêtait à Notre-Dame de je sais pas quoi pour faire une petite prière pour se porter chance. Lui, il lançait une guirlande d'explosifs sur la représentation d'une divinité et il remontait dans le camion et on reprenait la route. Eh bien, il est sûr que ces multiples flashs, ne serait-ce puisque j'ai dit pétard, le pétard en Inde c'est vulgaire, c'est la populace, c'est le whisky qui est chic. Et nous, c'était exactement là. C'est le gros rouge qui est vulgaire et c'était le hashish qui était chic. Donc, on a bien exactement... Et donc, c'est ça que ça m'a appris, les promenades autour du monde. De déconnecter les cultures pouvant produire de l'universel de ma seule culture. Et je vous assure, le boulot, il était pas si simple que ça. D'accord? Alors, après, la seconde partie, ça a été plus... La seconde partie, c'est l'Algérie. Ce qui est fondateur, c'est quand on sort de sa culture héritée avec des ambitions de connaissances historiques. Et là, l'un des sous-titres de livre, je dis, j'ai appris en Algérie que l'histoire de l'autre, c'était peut-être bien une histoire autre que celle qu'on m'avait véhiculée. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire, et je dis toujours, c'est pas les Algériens qui m'ont dit « Oh, si vous saviez ce qu'ont fait les colons !» Non, les Algériens n'en parlaient pas. Mais j'ai lu les mémoires des officiers de la conquête, et j'ai dit, oula, c'est pas tout à fait comme on m'avait dit. Moi, il y a une mémoire familiale, on disait, les cousins d'Algérie, c'était toujours plein, que les Arabes étaient des ingrats parce qu'on leur avait construit des routes et des écoles et ils nous avaient mis dehors. Et après, j'ai vu comment on était entré en Algérie, j'ai dit, oulou, c'est pas exactement ce qu'on nous avait raconté. Et donc, il y a cette idée que nous ne sommes pas toujours en situation de construire l'altérité historique de l'autre avec la façon dont il l'a vécu lui. Hein, et je cite souvent un autre exemple. Un de mes premiers voyages, non pas en autostop, celui-là, il a un statut un peu à part, mais ma marraine de baptême m'avait emmené en Terre Sainte. Hein, et c'était encore avant l'autostop.
Et en Terre Sainte, j'ai rien compris, je vous dis franchement, parce que en Terre Sainte, je voyais que des curés, des bonnes sœurs, et je ne pouvais pas comprendre la matrice politique de cette région, puisque je le regardais par le seul prisme de sa christianité. Les autres, c'était des accessoires esthétiques, qu'ils soient musulmans ou juifs, et donc c'était pas très riche comme prise de contact avec le terrain, si ce n'est qu'il y a un jeune qui m'a dit à un moment, et c'était à Jéricho. Jéricho, Ariha, c'est devenu la première ville à entrer dans l'émancipation de l'autorité palestinienne longtemps après. Moi, j'ai visité cet endroit. Je suis très fier tout le temps. Je sors mon passeport et je dis regardez où j'ai atterri. Moi, j'ai atterri sur l'aéroport de Jérusalem, qui est l'aéroport de Calandia. C'est-à-dire l'aéroport de Jérusalem, c'était le principal aéroport national de Jordanie, et c'était à Jérusalem. C'est maintenant le petit aéroport de Calandia qui est fermé à côté du checkpoint qui donne accès au territoire palestinien. Et ce jeune m'avait dit, les Juifs ont pris mon pays. Et moi j'étais resté comme ça. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi il me parle? Alors peut-être que ça vous surprend, parce que depuis 1967, la question israélo-arabe, elle a quand même gagné le grand public. Mais croyez-moi, en 1964, j'étais lycéen, et bien pour moi, les Israéliens, c'était des gens qui faisaient pousser des fleurs dans le désert, des trucs où c'était la guerre, mais je n'avais pas eu connaissance, je n'avais pas été en situation de savoir qu'il y avait eu un épisode de l'histoire qui s'était construit dans la douleur, dans cette partie du monde. Donc, les séjours prolongés vont déjà m'amener à reconstruire une altérité historique plus sophistiquée que celle qui avait été véhiculée par la culture familiale. Je dis des fois, c'est pas méchant, la culture de Paris Match. Nous, notre culture, c'était la culture de Paris Match. Et c'est très très riche c'est ambivalent Paris Match, hein, mais il y a quand même une idéologie dominante de notre relation au monde arabe. Si vous voulez voir une idéologie dominante il y a un petit livre qui est très amusant, qui a été écrit par un copain qui n'a qu'un seul défaut, il était diplomate au lieu d'être universitaire, mais bon, nobody's perfect. Mais c'est l'ouvrage de Louis Blas sur le monde arabe dans les albums de Tintin. Et quand on voit l'idéologie, quand on voit ce qu'a, de façon, bon, pas insidieuse, c'est pas méchant, mais disons, l'image qui nourrissait nos imaginaires, s'agissant du monde arabe, bon, c'est une bonne synthèse aussi. Et c'est un peu la culture Paris Match, c'est l'idéologie dominante dont nous avons été nourris. Bon, les séjours au sein des sociétés vous amènent déjà, vous donnent le privilège énorme de reconstruire une historicité qui n'est pas exactement celle qui vous est parvenue, ou surtout de mesurer qu'il peut y avoir deux historicités différentes. Vous êtes sauvés, vous avez déjà marché sur deux pieds. Vous allez devenir, qu'est-ce qu'il y a de pire sur Terre? Un Américain monoculturé. Nous, c'est moins grave, parce qu'on connaît, et je le dis dans le livre, ce que m'a appris mon long séjour aux États-Unis à laver les assiettes et à servir les sandwichs, c'est d'être le destinataire d'un regard, pas raciste, c'est un peu excessif, encore quoi, hein, quand on vous dit les femmes en France ont des poils sur les jambes, ou quand on vous dit avez-vous de l'eau dans vos maisons, il y a un petit côté quand même, bon. Mais c'est d'avoir été le destinataire d'un regard condescendant de la part d'une civilisation, entre guillemets, d'un interlocuteur, d'un autre qui se perçoit comme supérieur. Hein. Et un des autres chocs, c'était de découvrir le Japon, où la modernité technologique était supérieure à la nôtre. Moi, en 1970, je prends un train qui va à 220 à l'heure, j'en suis comme de rond de flanc, c'est l'exposition universelle de Saka, et pourtant, les marqueurs culturels de cet autre le désigne complètement comme un autre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas habillé en jean et en t-shirt, c'est vraiment, on est dans un autre monde, et pourtant, tiens, je vais apprendre que la corrélation entre modernité technologique n'est pas automatique avec mes marqueurs culturels. Vous voyez cette phase de formation qui va faire que je vais avoir une sorte de disponibilité pour sortir du paradigme criminalisant et à mon sens simplificateur de la construction de l'islam politique. Alors en peu de mots, quelle est ma boîte à outils pour parler du phénomène islam politique dans son ensemble? C'est une matrice historique. Je dis ce phénomène qui voit des gens faire un usage ostentatoire des marqueurs de leur culture musulmane, qui se trouve être une culture religieuse, mais qui pour moi, à mes yeux, est avant tout une culture non occidentale. Ça c'est très très important. Ce qui fait
la popularité, à mes yeux, la capacité d'attraction de la référence islamique dans la région du monde, attention, je suis en train de vous parler du monde arabe, je ne suis pas en France, d'accord? Ce qui fait la capacité d'attraction de la référence islamique dans toute cette région où j'ai vécu, c'est pas tant son caractère sacré que son caractère endogène. Et ça, c'est vraiment au cœur de ma démonstration. Je dis, le lexique de l'islam, c'est un lexique qui est avant tout homemade. C'est un lexique qui a pour caractéristique d'affirmer la différence avec le système symbolique qui a été imposé à la faveur de l'overdose de présence occidentale, coloniale et post-coloniale. Hein. Alors, ma boîte à outils la plus résumée, certains qui ne l'aiment pas diront la plus réductrice, c'est que je dis le phénomène de l'islam politique, c'est un prolongement, c'est pas du tout une rupture de la dynamique nationaliste qui a remis à distance l'Occident colonisateur et qui s'est exprimé d'abord sur le terrain strictement politique, un drapeau d'une autre couleur, casse-toi, tu étais assis sur ma chaise, tu me la rends, je ne veux plus appartenir au même groupe national que toi, donc rupture qui s'est exprimée avec le lexique des indépendances, et rappelez-vous, ça ne nous a quand même pas plu, hein, ça nous a quand même pas mal traumatisé, qui s'est déplacé ensuite sur le terrain économique, rends-moi la clé du canal de Suez, rends-moi le contrôle sur les champs pétroliers du sud algérien, avec le lexique des nationalisations. Rappelez-vous, ça ne nous a pas plu non plus. Hein. Le troisième moment, il ne faut pas simplifier, mais les catégories sont quand même éloquentes, le troisième moment c'est pour exprimer mes besoins normatifs dans ma société ou mon mode de communication avec l'environnement, je ne vais plus utiliser seulement la terminologie qui m'a été imposée pendant la période coloniale comme étant la seule à pouvoir produire de l'universel. Je vais parler avec un langage homemade. Je vais parler musulman. D'accord? Vite, une fois qu'on a dit ça, il faut dire que le parler musulman, c'est un lexique et pas une grammaire. Et ça, c'est absolument essentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain matin, moi, vous, n'importe qui dans cette salle, quel que soit son héritage religieux, décide d'être, je vais prendre mon cas, plus chrétien. Hein, demain, là, j'ai une illumination, je vais être plus chrétien en politique et en société. Eh bien, je me retrouve devant un spectre de possibilités d'appropriation de la religion et de l'héritage chrétien qui est extrêmement vaste. Je peux faire chip chip, je parle aux oiseaux, comme mon saint patron, Saint François d'Assise, que j'aime beaucoup parce qu'il a attendu d'avoir un certain âge avant de revenir aux exigences de la vie austère, et donc il me reste encore un peu de temps. Et je peux être un juge des tribunaux de l'Inquisition, et je peux être un mormon américain, et je peux être un adepte de la théologie de la libération, et je peux être un démocrate chrétien italien des années 60, etc., etc. Au nom de ma religion, je vais avoir une boîte à outils politique qui va être quand même extrêmement variable. Eh bien, dites-vous bien la même chose, et ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça. Un musulman très croyant, il n'aime pas qu'on dise, avec le lexique, avec les références de la religion musulmane, on peut adopter toute une série de postures très très différentes. Et pourtant, c'est la réalité. On peut, en se disant très musulman, faire, et je vais rester dans l'enceinte limitée de ce qu'on appelle les mouvements islamistes. On peut être ce qu'a été Rached Ranouchi, le Tunisien du mouvement Nahda, qui a collaboré à l'adoption. Alors ça, c'est un vilain frère musulman. Vous voyez, vous avez déjà un début de réponse sur ceux qui me reprochent de ne pas les criminaliser systématiquement. Eh bien, vous avez un mouvement qui a contribué à l'adoption d'une constitution considérée comme parmi les plus démocratiques et les plus laïques du monde arabe. Et Rached Ranouchi, il a dit, vous voulez voir des musulmans, ce que c'est des musulmans? Alors s'il vous plaît, allez les revoir sur la côte ouest des États-Unis. Quand ils vivent dans un environnement où ils ne sont pas brimés, torturés, n'allez pas les regarder dans les prisons de Nasser ou dans les prisons, il avait dit, koweïtiennes ou saoudiennes. Parce que vous allez avoir une image de l'islam qui est ce qu'en a fait l'environnement. Regardez les gens lorsqu'ils ont la liberté de se déployer dans un environnement qui n'est pas confrontationnel, l'islam, ça va être autre chose. Puis à l'autre bout, on l'appelle aussi islamiste, vous avez Abu Bakr al-Baghdadi, le leader fondateur de Daesh, où on a là l'expression sectaire, clivante, binaire, conflictuelle de l'appartenance religieuse. Le problème, c'est qu'on appelle tout le monde des islamistes.
hein, et donc le mot devient dangereux parce qu'il fait, hein, je dis mot valise, il fait plus de bruit qu'il n'apporte de lumière. Mais donc le second niveau très très important, enfin très important, non, que je considère du point de vue de mes modestes élucubrations comme important, c'est de bien dire pourquoi il y a eu un regain de popularité de la référence musulmane pour des raisons banalement identitaires. Je ne considère pas que c'est une maladie, je considère que c'était relativement logique que le mouvement de remise à distance de l'Occident, qui s'était exprimé dans les limites du politique, puis dans les limites de l'économique, se déplace sur le terrain culturel. C'est pas grave en tant que tel. Après, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'on devient gentil? Est-ce qu'on devient méchant quand on se rapproche de son identité musulmane? La réponse, elle est très simple, c'est « je ne la connais pas » et si possible, ni vous. D'accord? Ni vous, ni moi ne la connaissons. Il faut aller voir des multiplicités de situations concrètes, nationales, et à l'intérieur des enceintes nationales, plus ponctuelles encore locales, qui expliquent qu'un individu va s'approprier, va avoir besoin. Hein. L'islam, je ne connais pas, j'ai honte. Je connais des musulmans. Je connais des millions de musulmans dans des situations historiques, sociales, nationales, complexes, différenciées. Et le privilège que j'ai eu de vivre longtemps parmi eux, c'est de me pénétrer de l'idée que aucun segment du référentiel islamiste ne résiste à l'avis d'une majorité sociologique des musulmans. C'est-à-dire que l'islam n'est ce que les musulmans, à une période donnée d'une histoire, me disent que c'est. Et donc l'islam, l'idée qu'il y aurait un noyau, bien sûr les musulmans ne vont pas prier demain 2 fois par jour en direction de Londres, hein, ça s'appelle les ibadat, bon, le cœur du dispositif religieux n'est pas soumis à l'évolution, mais ce qu'on appelle les mu'amalat, l'expression sociale du dogme religieux, ça évolue. Toutes les exégèses sont possibles. Je prends la célèbre sourate que je ne devrais pas citer parce que je ne la connais pas vraiment par cœur, qui dit épouser 1, 2, 3, 4 épouses, sauf si vous craignez de ne pas pouvoir être égal à l'égard de chacune d'entre elles. Si je dis c'est la principale, l'islam, eh ben je dis polygamie. Si je dis ah non, c'est la relative, je dis c'est l'interdiction de la polygamie. Vous pensez qu'il est possible d'être parfaitement égal avec? Et donc je vais pouvoir faire évoluer la référence. Donc l'idée qu'il y a quelque chose d'inhérent, et bon vous l'avez bien dit, j'ai cité, mais ça fait... L'inconvénient d'être vieux, c'est que ça je l'ai dit il y a 2 livres au moins, et je l'avais emprunté à un spécialiste de Proust qui disait pas plus que l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, Irish Revolutionary Army, n'est comprise dans la Bible, et Al-Qaïda n'est explicable par le Coran. Hein. Et je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'inamovible dans le corpus de la religion héritée par les musulmans. Bon, il y a des appropriations, c'est ce que je redis ce que j'ai dit, il y a des modes d'appropriation de la référence religieuse qui évoluent, hein, qui sont extrêmement divers. Le lexique musulman, il n'est pas seulement sacré, il est endogène, il est perçu comme lié à la culture de l'ancêtre avant l'irruption, avant la fracture coloniale. Et donc faire usage du lexique religieux dans des imaginaires musulmans contemporains, c'est pas forcément tomber dans le piège de l'opium du peuple. Ça peut l'être. En Arabie Saoudite, la religion peut être un accessoire de l'autocratisme. Si on observe attentivement ce que vient fiche le lexique islamique dans la dynamique d'émancipation, et il y a des exemples très très précis que j'ai analysés dans l'islamisme en face, je suis allé voir des militants communistes. Mon brave, vous étiez communiste, vous avez passé 11 ans en tôle sous Nasser. Qu'est-ce qui vous a pris, vous qui saviez que l'islam c'est l'opium du peuple, n'est-ce pas? Pourquoi vous êtes devenu islamiste? Et les exemples qui me sont donnés, dans tous les itinéraires que j'ai reconstitués, pourquoi vous êtes devenu barbu, monsieur, alors que vous étiez de gauche, hein? Adel Hussein, militant communiste égyptien prestigieux, qui va fonder un parti dans la mouvance de l'islam politique, dit, eh bien écoutez, nous c'est très simple.
Qu'est-ce que c'était notre logiciel quand on se levait le matin? On cherchait quoi? On cherchait où est-ce qu'on en est par rapport à l'Occident. Est-ce qu'il nous marche toujours sur les pieds ou est-ce qu'on commence à retrouver notre autonomie? Petit à petit, on a commencé à se dire comment peut-on lutter contre l'hégémonie occidentale en étant opposé, en criminalisant le réservoir de ressources culturelles que constitue la culture musulmane? Comment peut-on être nationaliste, ou il vaudrait mieux dire anti-impérialiste, puisque ça permet de transcender les appartenances strictement nationales, si on est contre le réceptacle de la culture endogène locale? Et donc on voit bien que dans cette conjoncture-là, on est très très loin des itinéraires de la montée en République de nous autres, Français, dans le contexte de la Révolution. Tout dogme religieux peut légitimer des modes d'expression politique très différents. Je peux être, encore une fois, mormon, je peux être juge de l'Inquisition, je peux être soufi, mystique, parler aux oiseaux, d'accord? L'idée qui est la nôtre, trop souvent, notre réflexe, qui est de condamner l'expression radicale, clivante, binaire du dogme religieux. « Ah, c'est pas du bon islam, je vous le dis, ah, on a tout dit ». Ça sert à rien. Ça va pas très loin. Ce qui compte, c'est de se demander pourquoi se fait-il que des acteurs politiques, quand ils arrivent au supermarché des modes d'appropriation de la religion musulmane ou chrétienne en politique, ils vont au rayon radical. C'est ça qui compte, la vraie question. Quels sont les mécanismes qui produisent des individus qui ont besoin d'un lexique binaire, clivant, radical, oppositionnel pour se sentir bien? Et si on accepte de poser la question ainsi, eh bien, vous verrez qu'on fait avancer le schmilblick d'une réaction constructive à cette violence. Si on se contente, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On organise un séminaire sur l'islam, et puis on a un gentil musulman formaté France Culture qui vient nous dire « Je vous jure, ces jeunes-là ne connaissent rien à l'islam. Ils connaissent cette sourate, ils ne connaissent pas l'autre, ils connaissent cet exemple, ils ne connaissent pas le deuxième ou le troisième. » Et on est tous contents, on dit « Bon, on y a échappé. » Mais ça ne va pas très très loin. Le problème de l'approche de la violence politique par l'islamologie normative. La violence est causée par une mauvaise compréhension de la référence musulmane. Et ben on va réformer l'islam. Ah, j'adore l'expression. On va réformer l'islam. On va réformer l'autre. C'est toujours plus facile de réformer l'autre. Et ça ira mieux chez nous. Et le danger, il est là. Si vous entrez dans la porte de la violence politique par le prisme de l'islamologie normative, vous vous privez de l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est de penser votre propre part de responsabilité dans le mécanisme qui fabrique des individus qui ont besoin d'utiliser un langage radical. Si vous entrez dans le problème du djihadisme par la porte de l'islamologie normative, comme l'a fait, malheureusement, je le regrette, j'ai honte, mais depuis il s'est rattrapé le CNRS ou le ministère de l'Éducation scientifique, de l'Éducation supérieure. Le CNRS a dit « Waouh, nous allons contribuer à la lutte contre le terrorisme. Alors on va financer de la recherche. Ah, bravo, j'approuve. Et alors on va créer 10 postes. Oh, c'est pas rien, bravo. Et en quelle discipline les 10 postes? Ils ont corrigé depuis. Ça a été un tout petit peu nuancé. Il faut dire qu'on était quand même quelques-uns à avoir crié très fort. 10 postes en quoi? En islamologie. On va étudier davantage l'islam et donc on va agir sur les mécanismes qui fabriquent la violence. Sous-entendu, la violence, elle vient de l'islam. Il y a une sourate, il y en a plein qui sont bien des sourates. Alors il y en a une, deux, alors on pourrait couper un peu, et puis il faudrait former mieux les imams, pour pas qu'il y ait des imams radicaux de banlieue. Je sais que je dois choquer certains d'entre vous, parce que ce logiciel, il fonctionne bien, il est très satisfaisant. Ça vient de la culture de l'autre, le problème vient de la culture de l'autre. Et moi je dis non, je vous demande d'inverser la problématique complètement. Le pacte républicain en France n'est pas en situation de dysfonctionnement parce qu'il y a parmi nous, j'espère qu'il y en a un ou deux dans la salle, des gens radicalisés qui ont envie d'exprimer leur rupture, leur insatisfaction des conditions de leur insertion dans le groupe. C'est l'inverse. Il y a des gens radicalisés parce que le pacte républicain ne fonctionne pas. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la problématique. C'est les dysfonctionnements du vivre ensemble qui fabriquent de la stigmatisation, de la marginalisation
et qui mettent sur le marché des individus qui attendent de trouver, si vous me cassez les pieds un peu, encore, bien que nous soyons d'excellents amis, je vais commencer à chercher une possibilité de vous manifester en retour le refus que vous me manifestez. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, je vais regarder quel est le lexique qui me permet d'exprimer et, le cas échéant, de légitimer la contre-violence. Mais ce n'est pas l'inverse qui se produit. Un petit jeune en pleine santé, épanoui et reconnu, qui tombe par erreur sur une page de Saïd Qutb, il ne va pas le lendemain matin faire un attentat. Ce n'est pas du tout ça le processus. Et donc ce que nous devons comprendre, c'est le processus extrêmement complexe qui fait qu'une strate du tissu national. Je vais vous faire une confidence, je suis savoyard. Et ça, bon, c'est pas très original, mais ce que vous ne savez pas, c'est la définition du savoyard que donnaient les dictionnaires classiques au milieu du 19e siècle. Vous cherchez savoyard en 1837, 1849, se dit d'un individu ruste, grossier et malfaisant, se dit d'un individu, enfin, on sentait mauvais, on mangeait le pain des Parisiens, etc., etc. Bon, la tension, bien sûr, exacerbée par la conjoncture de la décolonisation avec la dernière strate du tissu national, produit des dysfonctionnements. Nous sommes dans une phase très difficile de notre histoire, nous sortons d'une phase d'hégémonie, nous sortons du confort d'une phase d'hégémonie. Et celui qui sort d'une phase de domination, celui qui était dominé, il joue une partition qui est relativement facile. Celui qui sort du confort de la phase d'hégémonie, c'est beaucoup moins facile à assumer. Et donc, le radicalisme politique est le produit des dysfonctionnements graves des institutions, de la représentation politique et de l'allocation des ressources. C'est un peu jargonneux, mais si un individu n'est pas autorisé à exister dans l'ensemble social, soit parce qu'il n'est pas accepté dans le mécanisme d'élaboration de la décision, soit parce qu'on ne lui file rien à bouffer et que les ressources, non seulement matérielles, mais symboliques, ne sont pas distribuées. Qu'est-ce que c'est les ressources symboliques? Le droit de parler sur France Inter pendant la tranche du matin. C'est simple, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Le droit à la parole publique légitime dans les médias. À qui il est donné? Si par hasard, en regardant, on s'aperçoit qu'il est donné à de fausses élites. Un de nos problèmes chéris en France. On adore ça. C'est hérité de l'histoire de la colonisation. Quand on veut dominer un groupe, un segment du corps social, il y a une façon très brutale. Ta gueule. C'est violent. Mais il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. C'est je vais faire parler quelqu'un qui te ressemble en ton nom et qui va dire ce que j'ai envie d'entendre. Ça, c'est notre méthode. Alors, je vais choquer certains d'entre vous, mais c'est quand même ce qui nous interdit de comprendre la réalité des tensions qui traversent les sociétés du Sud, c'est que trop souvent, on ne donne la parole dans nos médias à l'autre qu'à la petite minorité de ceux qui, dans la langue que nous comprenons, nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Voilà ma formule, que je répète depuis des années. On ne laisse pas s'exprimer le coefficient oppositionnel nécessaire. Un musulman doit avoir le droit d'être un musulman de mauvaise humeur. Il doit avoir le droit d'être un musulman qui dit « Vous faites des conneries en Syrie, vous faites des conneries en Irak. Je vous le dis en tant que Français musulman. » Il y a une quinzaine d'années, j'avais dit, en analysant très cyniquement, je disais « Si les voix musulmanes, je veux dire, mais musulmanes avec des poils au menton, quoi. Le musulman de chez musulman, pas le musulman sociologique, mais le musulman protestataire oppositionnel, avait été associé plus étroitement à la prise de décision politique, en politique étrangère, en France, depuis 20 ans, eh ben, on y aurait gagné. On aurait fait moins de conneries. Des musulmans de chez musulmans nous auraient dit, vous savez, oui, Ben Ali, c'est bien, mais quand même, faites attention, il y a des pans entiers de la société qui, on nous aurait dit, Moubarak, vous savez, un de mes traumatismes, je radote, mais c'est un traumatisme que j'adore répéter, un de mes traumatismes de citoyen français, c'était en 1990 au Caire, c'est quand j'ai vu arriver Alain Poher pour décorer le président Moubarak du prix Louise Michel des droits de l'homme et de la démocratie. Et vous savez qui on avait décoré juste avant, Zine El Abidine Ben Ali. Et vous savez qui on allait décorer juste après, Bouteflika.
Bon, donc c'est quand même cette formule-là qu'on doit inévitablement admettre qu'un musulman dans le tissu national doit pas être un musulman aseptisé, formaté. Je vais choquer, France culturisée, je sais, c'est vilain. Mais je veux dire, la catégorie des émissions sur l'islam qui formatent notre perception de la conscience musulmane ne sont pas en prise avec le corps sociologique. C'est-à-dire que vous prenez le monsieur qui parle dans le micro, vous le mettez dans le monde arabe en tant qu'orateur et vous regardez combien il y en a qui suivent. Je passe rarement à la télévision, ça vous le savez, vous pouvez le constater, mais il y a des exceptions. Alors une fois récemment, j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale par la commission d'investigation sur Daesh. Je ne le savais pas, j'aurais été plus calme et plus beau si j'avais su, mais c'était retransmis par LCP, donc ça tourne en boucle, vous pouvez retrouver ces séquences sur YouTube. J'ai dit, le problème c'est qu'en France, un bon musulman, c'est-à-dire un musulman qui est accepté, qui est légitime dans l'espace public, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Mais le musulman qui a gardé à la fois une croyance et aussi une historicité politique, eh bien celui-là, c'est un intégriste. C'était toi, Mohamed. Vous avez vu que Juppé, qu'on appelait Ali Juppé, puisqu'il était supposé être dangereusement vendu aux islamistes, a éprouvé le besoin, n'a pas pu faire autrement, lui aussi, que d'interdire Tarek Ramadan à Bordeaux. Donc on en est là. Hein. On en est dans une situation où le vivre républicain ne s'accommode pas d'une parole plurielle. Et tout de suite on dégaine, vous acceptez pas quoi, la laïcité. Mais si, bien sûr, je vous défie de trouver un seul infime compartiment de la laïcité bien comprise, celle que connaît très bien Michel Miaille, d'un point de vue non seulement politique mais strictement juridique, qui soit mise en danger. Donc, quels sont les reproches que je fais à Olivier Roy et Gilles Kepel? Je vais forcer le trait un petit peu, d'accord? On ne peut pas normalement s'exprimer en noir et blanc, donc vous réintroduirez des nuances. Mais pour Gilles Kepel, les djihadistes, c'est des fous de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont été contaminés par une interprétation binaire, clivante de leur foi religieuse, et ils mettent en danger le pacte républicain. Pour Olivier Roy, ce sont des fous tout court. Hein, ce sont des fous tout court, c'est-à-dire ce sont des nihilistes. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Dans les deux cas, il y a pour moi... Alors il faudrait compléter ce que dit Olivier Roy. Olivier Roy dit, qu'est-ce que ça veut dire être des nihilistes? C'est-à-dire que ce sont des individus, ils disent des pieds nickelés, qui sont totalement coupés. Alors l'avantage, vous êtes musulman, vous n'avez aucune responsabilité, parce que je vous assure, ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec vous. Bon, je veux bien, ils n'ont rien à voir avec la communauté musulmane. Donc, on ne peut pas méthodologiquement mentionner les souffrances post-coloniales ou communautaires des musulmans en France, puisque ces gens-là n'ont rien à voir avec eux. Et Olivier est extrêmement explicite, il dit... L'explication qu'il dit, ça a à voir avec le conflit israélo-arabe, ça a à voir avec les politiques étrangères françaises dans le monde musulman, et notre interventionnisme, ça a à voir avec l'imaginaire colonial qu'on n'a jamais écrit, parce que la grande caractéristique de la France, c'est que pour tourner la page coloniale, il faut l'écrire. Moi je suis d'accord pour qu'on la tourne, c'est urgent qu'on la tourne, mais pour la tourner, il faut l'écrire. Or, en 2007, Sarkozy nous a dit que la colonisation c'était un rêve de civilisation. En 2012, Fillon nous a dit que ça n'a jamais été qu'une volonté d'échange culturel. Je ne caricature pas, hein, tant qu'on ne reconnaît pas dans sa crudité factuelle le processus de la colonisation, on ne peut pas tourner la page, c'est pas possible. Hein. Alors, ce que je reproche à Olivier Roy, et vous comprendrez pourquoi je le mets dans le même sac que Gilles, c'est qu'il qualifie en gros mon baratin, pour faire simple, mais je ne suis pas le seul à dire ça. Et je voudrais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. J'ai l'intime conviction que ma version, ma compréhension des phénomènes djihadistes qui traversent la France est partagée par une majorité d'individus, pour autant que vous sortez de l'Hexagone. Pour autant que vous allez dans le monde musulman, ce que je dis, mais c'est d'une terrifiante banalité. C'est d'une épouvantable banalité.
c'est le dysfonctionnement de l'accueil des musulmans qui fabrique, qui nourrit la radicalisation. On dit, ben on le sait, depuis longtemps, on le vit. Hein. Mais c'est perçu comme une espèce, on est l'idiot utile hein, des radicaux. Alors j'aime bien quand on dit ça parce que ça me permet de riposter. Non, moi j'ai une ambition, c'est d'être utile aux idiots. Hein. Et donc ceux qu'ils ne veulent pas percevoir comme cette double approche dominante. Hein. Et souvent je dis, c'est pas vrai qu'il n'y a pas un débat en France, parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a l'approche de Gilles Kepel, elle occupe 90% de l'espace médiatique. Et puis il y a un petit peu Roy pour dire qu'il y a débat, et puis c'est tout. Donc il n'y a pas vraiment débat. Mais ces deux approches ont en commun quoi? De nous interdire de penser la part de responsabilité des non-musulmans. C'est donc un piège méthodologique total. Total. Elle nous enferme, le premier dans la radicalisation inhérente à la culture musulmane, et l'autre, c'est mystérieux, le processus qui fabrique les nihilistes, si vous allez bien voir chez les Virois, puisqu'il dit la colonisation, ils ne l'ont pas connue. Le conflit israélo-arabe, pouf, la radicalisation s'est faite aux marges du monde musulman, c'est-à-dire l'Irak pour lui, et donc ça n'a absolument rien à voir avec le conflit israélo-arabe. Les violences des dysfonctionnements policiers français, eh ben non. Et lisez le Djihad et la mort, le second opuscule qu'a rajouté Olivier récemment, il dit « Ceux qui ont commis des violences ne sont pas ceux qui ont subi la violence. Hein » Alors, au nom de quoi hein, si vous êtes arménien, vous n'êtes pas mort pendant le génocide, au nom de quoi vous allez vous mêler de la souffrance des Arméniens? C'est l'idée que si vous n'avez pas souffert personnellement, vous n'êtes pas légitime à vous associer, vous n'êtes pas légitime à avoir une mémoire politique qui englobe la souffrance de votre groupe, auquel vous vous identifiez. Dites ça à quelqu'un de confession juive. Vous n'êtes pas, eh bien alors, de quoi vous vous mêlez hein? Mais quand même, Olivier, mon cher collègue, dit, la colonisation, ils ne l'ont pas connue. Aucune approche qui ne place pas au centre de la problématique les séquelles des dysfonctionnements liés au rapport de domination nord-sud, dans leur historicité longue et dans leur pérennité. Si vous évacuez tout ça, et quand on parle de ça, mes chers collègues disent, ils ont une propension à adopter une posture victimaire. Ça, c'est l'arme absolue. C'est-à-dire, quand vous dites « Aïe, vous m'avez marché sur le pied », on vous dit « Ah, posture victimaire ». Ça, c'est vraiment l'arme rhétorique suprême. C'est-à-dire que chez Gilles, ceux qui dénoncent la violence qui, à mes yeux, a fabriqué la contre-violence, ils sont discrédités. On dit d'eux que, eh bien, ils favorisent, ils flattent la posture victimaire. Hein, donc, pour résumer, je dirais non, il y a une inversion des effets et des causes. Et puis, il y a aussi une disproportion. Bon, vous pouvez googler, on a eu un petit échange animé avec Gilles, grâce à quelqu'un, je sais que je ne l'aime pas, mais je le respecte parce qu'il m'invite quand même à m'exprimer, c'est Finkielkraut sur France Culture. Donc on a échangé un petit peu, et évidemment c'était 2 contre 1, hein, parce que c'était... Mais moi j'ai dit que cette fracture, hein, c'est le titre de l'ouvrage de Gilles, il la cultive éditorialement d'une main, mais il la creuse de l'autre. C'est-à-dire qu'on a une posture académique qui nourrit la fracture, qui interdit de penser la reconstruction avec les concessions. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis des trucs sympas sur mes 2 collègues, mes 2 grands collègues dans le livre. Je dis qu'à mes yeux, ils sont parfaits. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une posture de recherche, on est toujours en train de se tirer la bourre, qui c'est qui va... Le pire des collègues, c'est le collègue qui est d'accord avec vous, c'est pas celui qui dit le contraire. Celui qui est d'accord avec vous prend une part de votre marché. Alors que celui qui dit « je vous le jure, il n'y aura plus d'islamistes dans 15 jours, je le sais », c'est quand même ce qu'ils ont écrit tous les 2 au début des printemps arabes, vous vous dites « bon, cause toujours, on va attendre les résultats des urnes ». Ceux qui disent quelque chose de radicalement différent sont d'excellents amis. Et donc, il n'y a pas de... Et surtout, je ne veux pas qu'on réduise ces différends à des différends entre égaux. Je pense que c'est quand même des questions existentielles dont nous sommes en train de débattre. Est-ce que oui ou non, nous avons une part de responsabilité dans les dysfonctionnements douloureux qui traversent nos sociétés? Moi, la réponse est oui, et je vais vous faire une confidence. Comme dans notre société, jusqu'à plus ample informé, nous sommes en une situation de domination.
nous avons une part plus importante que ceux qui sont dans une situation de demi. Et même chose à l'échelle du théâtre politique. Donc toute explication qui surculturalise, qui suridéologise l'explication de la violence, en s'enfermant dans la nécessité de réformer le référentiel de l'autre, hein, est à mon sens une impasse méthodologique. Et s'il vous plaît, et ça sera ma conclusion, je ne dis pas ça pour être gentil avec l'autre. Je ne dis pas ça pour être gentil avec les musulmans. C'est la pire insulte que vous pourriez me faire. J'aime bien les amis musulmans de l'association, mais il y a quelques années, j'étais allé m'exprimer, on me l'a reproché depuis, j'ai été quasiment licencié de mon emploi à cause de ça. Je m'étais exprimé à l'UOIF, au congrès du Bourget. Et j'étais arrivé à la tribune, et je n'étais pas un grand professionnel, l'organisateur, mais il y avait quand même 10 000 personnes dans la salle, et il avait dit je vous présente Monsieur Burga est un ami des musulmans. Et j'ai dit non, je suis désolé, ça ne me va pas comme définition. Parce qu'il y a des musulmans que j'aime bien, il y a d'autres que j'aime pas. Je ne peux pas me positionner sur une posture essentialiste. Donc je ne dis pas ça pour être gentil avec les musulmans du monde où j'ai vécu pendant longtemps, je dis ça pour être efficace, au sens le plus cynique du terme, dans notre mobilisation, hein, de nous tous, musulmans et non musulmans, dans l'espace français, pour dépasser les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Moi, qu'est-ce qui est arrivé à la révolution syrienne? Le pire qui lui est arrivé, c'est que toute une catégorie de forces politiques illégitimes, pour des raisons extrêmement cyniques, toutes différentes, l'ont soutenu. C'est le pire cadeau que pouvait lui faire. Peut-on être un révolutionnaire crédible quand on est soutenu par l'émir du Qatar, le roi d'Arabie Saoudite, le Premier ministre britannique, le président François Hollande, et là, notre liste, attention, serrez vos ceintures, Bernard-Henri Lévy, hein? Si on est soutenu par Bernard-Henri Lévy, on peut être un militant politique crédible? Eh non, voilà. Quand il y a eu les printemps arabes, qu'est-ce qu'on a fait les Français? Madame Alliot-Marie, vous voulez pas une matraque plus courte pour taper plus juste? Monsieur Boubarak, vous voulez pas qu'on vous aide à vous débarrasser des barbus? Et puis après, on a réalisé qu'on s'était trompé. Alors on a fait 180 degrés à gauche et on est entré dans la configuration libyenne. On va soutenir la révolution. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où les pays européens ont vu que les processus d'ouverture politique dans cette région du monde amenaient inévitablement des mouvements islamistes au pouvoir, ils ont commencé à se désengager. Dans les faits, ils ont mis immédiatement un embargo sur les armes antiaériennes, ils ont promis qu'ils ne laisseraient pas utiliser les armes chimiques, et puis ils les ont laissés donner la parole à des Syriens. Bon, en tenant compte du fait qu'il peut y en avoir 1 sur 10 qui est proche du régime. Mais faites parler les réfugiés syriens, il n'y a pas mieux, ils sont beaucoup plus crédibles que moi. Merci de votre attention.